Nous allons étudier le daf Memchet dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons signe à la fin du daf Mem Zain Amud Bet. Sheila de la Gemara. Ibaya Lehu. Question de la Gemara. Echad Kabil Ale Netiruta Mahu. On avait vu dans la Mishnah qu'on avait une marloquette entre Rabbi et Tanakama. Est-ce qu'il fallait absolument que le propriétaire prenne sur lui Netiruta, la shmira du taureau pour qu'il soit hayav? En tout cas, la question dans la Gemara, c'est Echad et Kabil alay nitiruta lorsqu'il prend la shmira. Maintenant, la question c'est des nafshé ou des Kabil alay. Est-ce qu'il ne prend la responsabilité que des dommages causés à l'animal qu'il laisse rentrer chez lui, mais des dommages qui sont occasionnés par ses propres biens à lui? Ou dilma afilo nitiruta de alma Kabil alay, ou est-ce que finalement c'est même n'importe quel type de protection par rapport à n'importe quel autre dommage qu'il peut justement sur lequel il s'engage. Donc c'est la question ici de l'agma. Lorsqu'on nous dit que le propriétaire est chayav de la shmira, est-ce que le propriétaire du terrain qui laisse entrer l'animal et qui dit voilà je m'engage à le protéger, est-ce qu'il s'engage à le protéger des dangers de ses propres biens, ou est-ce que c'est un engagement qui est total? C'est la question de l'agma. L'agma nous disait Tashma, viens essayer d'apprendre de là. Détané Rabbi Yehuda Bar Simon, que Rabbi Yehuda Bar Simon enseignait Ben Zakim de Bekarna dans les Braithot de Masechet Nezikin, qui est finalement les Babot, qui était enseigné par le Chacham qui s'appelait Karna. Un cas où quelqu'un rentre des fruits dans la cour de son prochain sans lui demander l'autorisation, et vient le taureau qui appartient à une tierce personne, et il les consomme pas tôt. Donc on a exactement notre cas, c'est-à-dire qu'on a le propriétaire du terrain, on a à l'intérieur de ce terrain des fruits qui appartiennent à une autre personne. Donc le propriétaire du terrain c'est monsieur A, le propriétaire des fruits c'est monsieur B, et un taureau qui appartient à monsieur C vient consommer les fruits. Et on nous dit que si les fruits étaient rentrés avec autorisation de monsieur A, à ce moment-là, le propriétaire sera patou, sinon il est chayav. Alors c'est qui patou, c'est qui chayav? La Gemara pense, man patou, man chayav, c'est qui patou chayav? C'est a priori le propriétaire. Pourquoi? On va voir dans la suite, parce que on voit qu'on fait une distinction entre le cas où il est rentré avec autorisation ou pas d'autorisation. Mais qui donne l'autorisation ou qui ne la donne pas? C'est le propriétaire du terrain, monsieur A. Et donc on a l'impression finalement que celui qui est chayav ou pas chayav, c'est celui qui dépend de cette autorisation ou pas. Et c'est qui donc? C'est lui-même, c'est le propriétaire. Lav pato de valabait, le chayav alechatser. N'est-ce pas que quand on dit qu'il doit payer ou pas payer, c'est le propriétaire du terrain, ce qui semble un peu logique, c'est-à-dire qu'on a les fruits qui sont sur le terrain de monsieur A, et en fonction de la situation, est-ce que monsieur A a autorisé ou pas, il devra rembourser les fruits consommés, même donc par un taureau qui ne lui appartient pas. Donc c'est ici ce qu'on appelle shmiruta, netiruta des almas, ça qui protège de l'extérieur. On a l'impression ici qu'il serait chayav, même si ce n'est pas son taureau à lui qui a encore né, qui a mangé. La Gemara répond et dit que ce n'est pas une preuve. Amré, lo, c'est faux. Patour balashor, haya balashor. Lorsqu'on dit qu'il devra payer ou pas payer, ce n'est pas sur le propriétaire du terrain que ça comporte, mais sur le propriétaire du taureau. Donc monsieur C, encore une fois, monsieur A a un terrain sur lequel est entreposé les fruits de monsieur B avec ou sans autorisation. Monsieur C a son taureau qui rentre dans le terrain, qui mange ses fruits. Quand on nous dit qu'il devra payer, c'est le propriétaire du taureau. La Gemara dit si c'est ça, si on dit que c'est le propriétaire du taureau, maï veshut, on arrive au début du daf Memchet. Quelle est la différence entre le cas où il arrive avec autorisation ou sans autorisation? Normalement, l'autorisation ou pas doit changer du point de vue du propriétaire du terrain en fonction justement de sa shmira. Est-ce qu'il est engagé ou pas? Est-ce qu'il autorise ou pas? Et donc, dire que l'animal C et son propriétaire seraient obligés de payer en fonction de l'accord qu'il y aurait eu entre A et B paraît a priori insensé, puisque A et B se sont engagés, se sont mis d'accord ou pas pour que les fruits de B soient dans le terrain de A, mais a priori ça ne devrait rien changer au chiyuv, à l'obligation de rembourser, qu'à monsieur C, le propriétaire du taureau. La Gemara dit ici, Amré, pourquoi? Que Birshut a la chaîne Birshut Anizak. Pourquoi?
Parce que si les fruits de B ont été rentrés sur le terrain avec autorisation, c'est comme si les fruits étaient chez la victime. Et donc, comme on est ici dans chêne, l'animal qui broute c'est chêne, on a une grande différence lorsque chêne, un animal qui consomme, qui broute, qui mange, le fait dans le domaine de la victime, chêne veshudan Isaac hayevet. À ce moment-là, le propriétaire du taureau doit payer. Mais si les fruits sont entrés dans le terrain sans l'autorisation de monsieur A, chez le Veshut Aviala Shen Veshut Arabim, c'est comme si les fruits étaient dans le domaine public. Chez le Veshut Arabim, Torah et Shen dans le domaine public, c'est pas tout. Donc l'Agma finalement a repoussé cette preuve. Il nous dit là-bas que la distinction que l'on fait entre le cas où monsieur A a autorisé monsieur B à mettre ses fruits ou pas, a une incidence sur le chiyuv de C, même si après on a pu penser que c'est déconnecté, parce que finalement, en fonction de l'autorisation ou pas, les fruits seront situés dans un endroit qui est l'endroit de la victime ou pas, puisque si j'ai l'autorisation, c'est comme si c'était chez moi, et donc le taureau de C a endommagé mes biens chez moi et il paye. Si je n'étais pas autorisé, je ne suis pas chez moi, et donc le taureau de C n'est pas haya de me rembourser. Autre tentative de preuve, justement à cette même question, est-ce que, encore une fois, lorsque le propriétaire s'engage, il s'engage à tous les dommages extérieurs ou que les siens? Tashma, là, cette fois, c'est monsieur B n'a pas mis des fruits, donc c'est monsieur A qui a un terrain, monsieur B vient, mais au lieu d'y mettre ses fruits, il y entre son taureau, il fait rentrer son taureau dans le terrain. Maintenant, monsieur C a toujours un taureau, et le taureau de monsieur C vient Ungaro et il encorne le taureau de monsieur B, pato, il ne paye pas. Et là aussi, même distinction, si le taureau de B est rentré avec autorisation, me faudra payer. Alors là, on dit pareil, man pato, man chayav, qui doit payer ou pas? Pashtout, lav, pato, balechatser, et chayav, balechatser, n'est-ce pas que c'est le propriétaire du terrain? Puisqu'a priori, encore une fois, on fait une distinction entre est-ce que M. A a autorisé ou pas, et on a l'impression que le fait qu'il autorise ou pas va avoir une incidence sur son obligation à lui de payer le dommage, et qu'a priori, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur M. C. Et donc on voit que lorsqu'il a donné l'autorisation, il est chayav, même si là on voit que ce n'est pas le taureau ou les biens de M. A qui ont endommagé le taureau de M. B, mais c'est le taureau d'une troisième personne qui n'a aucun rapport. Agma dit pareil, l'opato balashor, vechayav balashor. On fait exactement comme dans la braïta précédente, et on dit que non. Quand on dit patour ou pas, c'est le propriétaire du taureau, donc monsieur C. Donc monsieur A, quand il autorise ou pas, ça va avoir une incidence sur le chiyuv de monsieur C, dont le taureau a encorné le taureau de monsieur B. L'agma dit yachi ma virshut, ou ma shela virshutika. L'agma pose la même question que précédemment. Si c'est ça, on va faire une différence entre virshut ou shela virshut. L'agma dit amre hamani. Elle est comme qui cette braïta? Elle est comme Rabbi Tafon. Rabbi Tafon qu'on a vu, qu'on verra plusieurs reprises et dont il faut retenir la vie. C'est Rabbi Tafon Idéamar qui pense que Meshouné Keren Bachatzara Nizak. Lui pense que Keren, lorsqu'un animal encorne, ici on n'est plus dans le chêne, un animal qui mange ou un animal qui encorne, chêne, Keren, je veux dire, le fait d'encorner et tous les dommages qui sont causés comme ça par le corps de l'animal, Bachatzara Nizak, lorsque c'est fait dans le domaine du Nizak de la victime, Nezek Shalem Meshalem, on paye la totalité du Nezek. Et Birshut, Aviala Keren Vachatzera Nizak. Donc c'est pour ça qu'on fait une distinction. Si le propriétaire A a autorisé monsieur B à mettre son taureau, c'est comme si le taureau de B se trouvait chez lui. Et Meshalem Nezek Shalem, on paye la totalité. Chez le Birshut. Si c'est pas avec autorisation, Aviala Keren Birshut Arabim, mais là Meshalem Elachatzi Nezek. Et du coup, c'est pour ça que si ce n'est pas Birshut, à ce moment-là, il ne paiera pas les Shalem, mais il paiera comme ce que tout le monde pense, c'est-à-dire Khatsim avec la moitié, et en cela, par rapport à des Shalem, ça s'appelle Pato. Donc quand on a dit Chayav ou Patour, c'est pas Chayav complètement et Patour complètement, c'est Chayav complètement, ou Patour de payer la totalité, mais de payer donc Chayav tout de même de payer la moitié en tout cas. Quoi qu'il arrive, on avait deux braïtot, desquels on voyait qu'on avait un chiyuv qui dépendait de l'autorisation de A de laisser entrer les fruits, ou après l'histoire du taureau. On pensait à chaque fois que c'était et à chaque fois les fruits et le taureau étaient endommagés par le taureau d'une tierce personne. On avait l'impression qu'on apprenait de là que éventuellement le propriétaire était chayav en fonction qu'il avait donné l'autorisation
ou pas. Donc, est-ce qu'il s'engageait finalement à protéger de tout ou pas? Et à chaque fois, on dit que finalement, c'est spécial. C'est lié soit à la vie de Rabbi Tarfon, soit au clal qu'en général, chaîne, ça dépend des choses exactes. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'en fonction de l'autorisation ou pas, si A donne l'autorisation à B, c'est comme si B était chez lui. Et le fait que le dommage se fasse à B dans un endroit qui est considéré comme son terrain, ça a une afkamina pour chaîne et une afkamina sur le Rabbi Tarfon. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse à notre question. Maintenant, la Gemara va parler d'un sujet qu'on a évoqué précédemment. Lorsque quelqu'un rentre dans le terrain d'une personne avec de la nourriture et que cette nourriture va endommager une bête, un animal du propriétaire. Donc quelqu'un rentre, toujours c'est monsieur B qui rentre avec des fruits chez monsieur A. Et une des bêtes de monsieur A va consommer ces fruits et en mourir. Est-ce que monsieur B est chayav? Haït eta, c'est une histoire d'une femme, ou beta, qui est rentrée pour cuire du pain chez quelqu'un. Ata baha des marais de beta, et il y a un animal, un bouc qui est venu, achlal elisha, et il a mangé la pâte. Chavi ilomit, et il a pris un coup de chaud, il est mort. Chayva, Rava, el shalomé, deme bacha, et Rava a demandé à cette femme de rembourser l'animal à son propriétaire. Donc elle est rentrée chez quelqu'un pour faire à manger, et la nourriture qu'elle a apportée, qui a été consommée par un animal, a tué cet animal, elle doit payer. Elle m'a dit, Lima, pliga des Rav. Ça a l'air d'être en désaccord, ce que dit Rava ici, avec Rav qui précédemment avait dit que Aviala, chez l'autochal, que dans un cas similaire, où quelqu'un était rentré avec des fruits chez le propriétaire et que l'animal du propriétaire avait consommé, on avait dit que l'animal, Aviala, chez l'autochal, l'animal n'aurait pas dû manger. Et donc, comme c'est la responsabilité entre guillemets de l'animal, c'est la responsabilité de son propriétaire. Et donc, celui qui a porté les fruits n'est pas chayav. Alors, Rava et Rav sont-ils en discussion? La Gemara dit Amré, non, pas du tout. Là-bas, c'est spécial. Pourquoi? Parce que dans le cas de Rav, où on disait que celui qui était rentré avec les fruits n'était pas chayav, il était rentré sans autorisation. Donc, comme il était rentré sans autorisation, il est évident qu'entre le propriétaire du terrain et la personne qui vient avec ses fruits et qui n'a pas demandé l'avis au propriétaire, il est évident qu'il n'y a pas eu un engagement entre les deux en disant que finalement, celui qui vient avec les fruits fait attention à ce que les animaux ne consomment pas et le propriétaire du terrain compte et s'emmerde sur le propriétaire des fruits pour protéger ses animaux. Donc du coup, le Kabila Tirota, il n'a pas pris d'engagement. Acha, chez nous, Birchut, elle est rentrée, elle, Birchut. Kabila Alen et Tirota. Et donc, du coup, elle a pris sur elle le fait de protéger. Donc, on fait une première distinction qu'on va affiner dans quelques instants, mais pour l'instant, en tout cas, on nous dit quoi? On nous dit que lorsque il y a un accord pour faire rentrer les fruits d'une personne, on peut, à la limite, légitimement penser que le propriétaire qui laisse rentrer la personne s'attend à ce que cette personne-là fasse attention à ce que ses fruits ne fasse pas de dommages. Par contre, si elle est rentrée chez le Birchut, il n'y a évidemment pas d'accord. La Gemara dit, mais même comme ça, il y a un problème. Expliquons la différence. L'histoire d'une femme qui est rentrée pour pour faire moudre des grains chez le Birchut sans autorisation. Et là-bas, on dit que un animal est rentré et a consommé, et on dit là-bas que le balabait il est patour. Mais imuska, on a dit là-bas que si la bête avait elle-même été blessée, donc si la bête a consommé, le propriétaire ne paiera pas, mais par contre l'inverse, si la bête qui a consommé les grains ou la farine qui a fait cette femme et que la bête est tombée malade, chayevet, elle est chayevet. Et là-bas on dit quoi? On dit chez le Birchut, Ta'ama chez le Birchut, ha Birchut, pas tout. Et là-bas, on a exactement l'impression que c'est l'inverse. Pourquoi? On nous dit qu'une femme qui est rentrée sans autorisation et qui a finalement provoqué un dommage puisqu'elle a fait moudre des grains, elle a fait de la farine et un animal du propriétaire a consommé et en est morte, à ce moment-là, elle doit payer. On a l'impression que c'est parce qu'elle est rentrée sans autorisation et que si elle est rentrée avec autorisation, elle serait Ptoura. Donc on a l'impression que c'est exactement l'inverse. La Gemara dit Amré, il rétine, c'est différent là-bas quand on parle de moudre du blé. Pourquoi? Kevan de l'obayat otamidei, puisque là-bas, pour moudre des grains, elle n'a pas besoin
d'être cachée, d'être seule. Parce qu'elle n'a pas besoin de montrer une partie de son corps. Et donc, le propriétaire du terrain n'a pas besoin de s'écarter pour lui laisser de la place et la laisser seule. Et du coup, c'est au propriétaire de faire attention à ses bêtes. Mais par contre, pour cuire, puisqu'elle a besoin d'être seule, le propriétaire doit s'écarter et la laisser. Car, à la dida, c'est pour ça que c'est sur elle que repose la responsabilité. Donc on a affiné finalement cette logique. Et on dit finalement que quand est-ce qu'on va dire qu'un homme ou une femme est chayav de payer si l'animal du propriétaire a consommé les fruits qu'il a apportés et est tombé malade, dans le cas où la personne est rentrée avec autorisation et que l'autorisation qui a été donnée pour faire une action ou poser ses fruits nécessite que la personne soit seule, et comme cela nécessite que la personne soit seule, le propriétaire va forcément s'écarter. En s'écartant, il y a un accord plus ou moins entre les deux, que puisque je m'écarte pour que tu puisses faire ton travail, ici en l'occurrence le fait de pétrir, parce que nous disent les commentaires que les femmes pour pétrir et enfourner est obligées de relever leurs manches très haut et de montrer le haut des bras qu'une femme normalement ne doit pas montrer. Et donc, puisque l'accord que je te donne de venir faire un travail qui est ici de pétrir m'oblige moi le propriétaire à m'écarter pour te laisser seul, à ce moment-là, il est évident que tu prends sur toi la responsabilité des animaux que je te laisse, avec qui je te laisse seul. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, dans un cas sur les trois qu'on a cités, la femme était chayivet, parce qu'encore une fois, elle est rentrée avec autorisation et avec la nécessité de rester seule. C'est la raison pour laquelle elle est chayivet. Dans les autres cas, si c'est pas birshut, ou si c'est birshut, mais qu'il n'y a pas besoin d'être seul, il n'y a pas de chiyuv pour la personne qui est rentrée les fruits. On reprend la partie de la Mishnah qui disait que Yechnis Shoro, la Khatsa Balavaï chez le birshut, dans le cas où le taureau est rentré dans le terrain de quelqu'un sans autorisation, et on avait expliqué les chiyuvim en fonction de ce que l'animal avait été endommagé ou endommagé. Là-dessus, on nous dit quoi? Amar Avarava nous dit Ichnis et Shoro, la Khatsa Balavaï chez le birshut, dans le cas où l'animal est rentré dans le terrain de quelqu'un sans autorisation, et l'animal lui-même a creusé des trous. Alors, on a plusieurs exemples, Borot, Shichin ou Me'arot, en tout cas, quoi qu'il arrive, il a creusé. Alors, Baal HaShor Chayav, Beniske Chatser, ou Baal Chatser Chayav, Niske Abo. On nous dit quoi? On nous dit que le propriétaire du terrain, le propriétaire du Shor Mechila, il est Chayav sur les dommages que le taureau va faire au Chatser. Ou Baal Chatser est le propriétaire du terrain, il est Chayav Beniske Abo. Il est coupable des dommages qui seront occasionnés par ce puits. Ah, et là on a un étonnement, pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué Ve'af, même si c'est marqué dans la Torah d'Amarma, Ki Reish Bor Velo Shorbo. C'est marqué dans la Torah, Ki Reish Bor Velo Yichasen, lorsqu'un homme va creuser un puits et ne le recouvrera pas. Et nous, on apprend normalement qu'on est Chayav, que si c'est un homme qui a creusé, Velo Shor et pas un animal. Et donc là ici, comment se fait-il que Rava nous dise que lorsque on a quelqu'un qui a un terrain et il y a un animal qui est rentré dans ce terrain, qui a creusé, même si ce n'est pas le propriétaire qui a creusé, il sera chayav des dommages occasionnés par ce trou plus tard. Pourtant, ce n'est pas lui qui a creusé cet animal. On va dire puisque le propriétaire était au courant et donc il aurait dû le recouvrir, ridouche de Rava. Mais l'Okamalia, il ne l'a pas fait, Keman, les carriers d'Amé. Le fait de rester passif et de ne pas recouvrir un trou qui est dans son terrain, même s'il n'a pas été creusé par lui, ça s'appelle creuser activement et ça s'appelle ki'ish. Le fait de laisser un trou creusé par quelqu'un d'autre et de ne pas le couvrir, ça rentre à un moment donné dans la définition active de ki'ish, de quelqu'un, un homme qui creuse. C'est un chidouche ici de Rava. Et la Gemara va enchaîner avec des halachot de Rava. Si le taureau de quelqu'un est rentré dans le domaine d'un autre sans autorisation ve'izik, aide Ba'alabayit, et qu'il a endommagé le Ba'alabayit. Le propriétaire est chez lui, quelqu'un amène son taureau sans lui demander, il le blesse, pas chose que au Ba'alabayit ou Zagbo, Hayab. Ou dans le cas où le propriétaire s'est fait mal lui-même, il a trébuché sur l'animal, Hayab. Il est sûr qu'il est évident ici que le propriétaire du taureau,
ayant fait rentrer son animal sans autorisation, il sera chayav de tous les dommages, directs ou indirects, causés au balabait. Par contre, ravatz, pas tout, on nous dit ici quoi? Si l'animal ravatz normalement c'est qu'il s'est allongé, il s'est étendu sur quelque chose, pas tout, il ne paiera pas. L'agma s'étonne. Choum des ravas, pas tout. Quelle est la différence entre la position de l'animal, debout ou allongé? Qu'est-ce que ça change? Qu'il se soit allongé, affaissé. Amar papa. Un papa explique les paroles de Rava en disant Maï ravas, c'est quoi ravas? Chez Hirbitz Galalim, c'est pas ravas comme on pense d'habitude s'allonger. C'est Hirbitz Galalim. C'est que il a fait ses besoins. Mais Itan Fukela, chez le balabait. Et les besoins qui sont restés là-bas, qui sont restés à cet endroit, ont finalement causé des dommages aux objets. Ce n'est pas l'action directe des excréments, mais c'est le fait qu'ils soient restés à cet endroit a fait finalement, à moyen terme, que ça a causé des dommages. Des avions les galalimbo, et ce qu'on nous dit ici, c'est que du coup, comme les excréments ont provoqué un dommage, mais non pas par l'action directe et par le mouvement, mais par le fait d'être stagnant, ils rentrent dans la catégorie de bord. Et bord, on sait très bien que l'omatsino bord, que finalement, le bord, le puits, n'endommage pas les kelim. On avait dit que lorsqu'un animal tombait dans un puits avec des ustensiles, le propriétaire du puits doit payer l'animal, mais il ne paiera pas les ustensiles qu'il y a dessus. Bord, c'est pas mechayev et kelim. Et du coup, c'est pour ça que Rava aurait fait une distinction. Il nous aurait dit que même lorsque l'animal rentre dans le terrain sans autorisation, le propriétaire de l'animal paiera tous les dommages, sauf les dommages qui sont causés par les excréments de l'animal qui sont restés à un endroit et qui ont causé par le fait de stagner un dommage sur des ustensiles. L'agmani m'attend. Même ça. Ça va selon Shmuel qui pense que n'importe quel takala, n'importe quel dommage qui est posé dans le domaine public, finalement c'est bon, même si l'objet appartient encore au propriétaire. Et là, les Rav d'Amar Ademafkala, mais Rav qu'on a vu au début de la Masechet à plusieurs reprises, qui dit que ça ne s'appelle bord que si le propriétaire s'en débarrasse, il faut que ce soit FKR. Mais Kalemema, ici l'animal appartient encore au propriétaire. L'Agma a dit l'animal oui, mais pas les excréments. Amre Estam Galalim Afkure Mafkialeu, puisque les excréments en général sont mimélés dès le départ FKR, on peut estimer ici que ces excréments qui sont restés là-bas de manière statique et qui ont endommagé s'appellent bord, à la fois selon Rava, à la fois selon Shmuel. C'est pour ça que selon Rava et Rav Papa, on n'est pas khaya sur l'équilibre. Autre halakha de Rava, Vama Rava, Nichnas Chatzav Alabait Shelo Beshut. Encore une fois, un animal qui est rentré dans le domaine de son prochain sans autorisation. Ve'izik et Balabait, au Balabait ou Zagbo, et le propriétaire a été blessé ou s'est blessé avec l'animal, Chayav, Iziko Balabait. Pato. Si le propriétaire a lui-même endommagé l'animal, pato. Amara papa, et un papa précise. Lo amaran, et là, des loha yadarbe. Quand est-ce qu'on dit que le propriétaire du terrain qui a blessé l'animal ne paiera pas parce que l'animal est rentré sans autorisation? C'est quand le propriétaire du terrain n'était pas au courant. Mais si il voit un animal qui est là, c'est pas un animal, c'est Adam. C'est un homme. On reprend, c'est un homme qui est rentré dans le terrain de son prochain et il a causé un dommage. Évidemment que l'homme doit payer. Si par contre c'est le propriétaire du terrain qui lui cause un dommage, il n'est pas tour. On dit pourquoi? Parce que le Yedarbe, il n'a pas vu, il n'était pas au courant. Alors Yedarbe, s'il reconnaît qu'il y a un homme dans son terrain, même sans autorisation, il dit quoi va la Chayav? Si le propriétaire lui fait du mal, il est Chayav. Maïtarama, pourquoi? Mishum Damale, parce que même la victime ici qui est rentrée par effraction, on peut le dire. Même si tu as l'autorisation de m'expulser de chez toi, tu n'as pas le droit de me faire du mal. Donc on voit ici que on ne peut expulser quelqu'un mais lui faire du mal, non. Et le fait de dire ici, le chidouche ici de Rava tout de même, c'est de dire que lorsqu'un homme rentre chez moi et que je ne suis pas au courant, je suis totalement dispensé de ce qui peut lui arriver. Parce qu'on vient de dire ici au nom de Rava, complété par Papa, correspond à ce qu'ils ont dit par ailleurs. Il y en a qui disent que c'est Rava, il y en a qui disent que c'est Rav Papa. Ça correspond à ça justement, c'est quoi? Que lorsque l'on a deux personnes qui se retrouvent dans le même endroit, et les deux
ont l'autorisation d'être à cet endroit. Ou shnehem shelo beshut, où les deux n'ont pas l'autorisation. Donc ils ont le même niveau d'autorisation. Soit les deux l'ont l'autorisation, soit les deux ne l'ont pas. Si les deux, un a fait du mal à l'autre, ils doivent payer. Ou si chacun s'est blessé involontairement par l'autre, ils ne paieront pas. Et on voit ici qu'on a précisé parce que les deux ont le même niveau d'autorisation, soit ils l'ont tous les deux, soit ils ne l'ont pas. De là on voit quoi? Que si un a l'autorisation et l'autre ne l'a pas, les Beshut Patour, chez le Beshut Chaya, c'est celui qui a l'autorisation qui est dispensé, celui qui ne l'a pas, qui est Hayav. Donc on voit ici qu'on fait une distinction entre le fait que la personne ait le droit d'être là ou pas, pour savoir si elle est Chayivet ou pas, ce qui correspond aux paroles de Rava. On prend maintenant, dans la Mishnah, on avait dit que dans le cas où le taureau est mort, Nafal, Lebor, Vevish, Memar, Hayav. Dans le cas où le taureau est tombé dans un puits et qu'il a sali les eaux, et les eaux sont devenues donc inconsommables, Hayav, le propriétaire du taureau qui est tombé dans le puits, doit payer au propriétaire du puits le dommage. Et là-dessus, nous dit Rava, Amarava, Loshanu, Elachiv, Ishveshat Anefila. Nous dit Rava, quand est-ce qu'on dit que le propriétaire du taureau devra payer? C'est lorsque l'animal a sali les eaux immédiatement au moment de la chute. Mais si ça s'est passé après, pato, il est dispensé. Pourquoi Matama avec Shor, Bor, ou Maïm Kelim? Pourquoi? Parce que si ça s'est fait et que l'animal a endommagé l'eau, non pas par la chute, mais par la stagnation là-bas, à ce moment-là, le taureau n'est plus en train de blesser d'endommager de manière directe, mais de manière passive, et il devient un bord, un puits, lui-même, comme un trou et un puits. Et puisque il endommage en tant que puits, à ce moment-là, comme l'eau a un statut de kelim, d'ustensile finalement, de bien mobilier, ou même kelim, velo masid au bord, shechiev bo et kelim. Et du coup, le taureau étant comme un puits et l'eau étant comme un objet, le taureau ne peut pas être rayable, le propriétaire du taureau ne paiera pas les dommages causés à l'eau. Ça va encore une fois selon Shmuel, qui pense que quelle que soit la situation, dès qu'il y a un dommage causé de manière passive, c'est bon que l'objet qui crée le danger soit encore appartenant au propriétaire ou pas. Et là, les Radama et Rav, qu'on vient de dire, mais selon Rav qui vient de dire à l'instant, a des mafkalé qu'il faut que l'objet du danger soit FKR, n'appartient plus au propriétaire. Mais il y a la même marque que dira-t-on, puisque ici, c'est l'animal qui a endommagé l'eau et l'animal appartient encore à son propriétaire. Donc selon Rav, ça ne peut pas être bord. Donc comment Rava a-t-il pu dire ça alors que ça ne va pas selon Rav? On m'a dit, et la itmar, on va corriger ce que dit Rava. Et on a mal compris. Rava loshanu et la ishimigufo. La distinction, c'est pas tout de suite ou pas tout de suite. C'est un peu la même chose, mais dans des termes un peu différents. C'est que quand est-ce que nous dit Rava qu'on sera à la Mishnah? Lorsque l'animal a endommagé l'eau, migufo, avec la saleté qu'il y a sur son corps. Et donc immédiatement, ce qui ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si par contre c'est l'odeur de l'animal qui se décompose, qui a endommagé l'eau, pas tout, c'est ici dans la raison qu'on a une petite différence. Grama be'almahu. Parce que si c'est ça, c'est grama, c'est de manière indirecte, ou grama be'alma lo mechayev. Et ici, grama be'alma lo mechayev, parce que l'animal est tombé, mais c'est pas la chute de l'animal qui a provoqué que, c'est le pourrissement de la chair de l'animal qui a fait que, donc c'est grama. Donc c'est la raison pour laquelle ici c'est pas tout, et ce tour là n'est pas dépendant de Rav ou de Shmuel, est-ce que l'animal est FKR ou pas FKR, parce que c'est pas une question de bord ou pas de bord, même si c'est pas encore une histoire de bord, c'est une histoire simplement de gramma ou pas gramma. On a vu dans la Mishnah que si lorsque l'animal est tombé dans le puits, il y avait le père du propriétaire à l'intérieur ou le fils, Aviv ou Beno, son père ou son fils est taureau, mais Shalem est à Kofer. Le propriétaire du taureau paiera Kofer, il paiera donc la somme que l'on doit payer lorsque quelqu'un est mort à cause de l'animal. Amael m'a dit pourquoi? Tamou, a priori l'animal est tam. Si l'animal est tam, puisque c'est un accident assez rare qu'un animal s'approche d'un trou, tombe et tue quelqu'un, a priori c'est la première fois que ça arrive. Et donc, puisque c'est rare et que c'est la première fois, il est tam. Et quand l'animal est tam, on ne paye pas. Kofer. Et là-dessus, on va avoir plusieurs réponses, 3 réponses. Amara, une réponse qu'on avait mentionnée rapidement il y a quelques jours. On parle de quoi? On parle d'un taureau qui est, même si ça paraît un peu étonnant,
il est mouad de ce genre d'action. Il est mouad, c'est pas la première fois qu'il s'approche d'un trou, qui tombe et qui tue quelqu'un. Ça fait la 4e fois au moins, 3e ou 4e fois, en fonction des avis, que cet animal s'approche d'un trou, tombe et tue quelqu'un. Et donc l'animal est mouad de cela. Mouad l'ipol al ben adam beborot, il est mouad, présumé dangereux et c'est un tombeur dans les puits et il tue des gens. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit payer. La Gemara dit, attends, mais si c'est une morade a priori, c'est qu'il le fait exprès. Ça peut pas être un accident qui se reproduit tant de fois. Il y a Khimar Markatalaou, mais si ça, il le fait exprès. C'est un animal qui est dangereux, qui attaque. Et il est Chayamita, donc l'animal doit être tué. Marab dit non. Dachaza, Iroka, Menafal. Non, c'est à chaque fois des cas où il ne veut pas attaquer. C'est pas une manière d'attaquer. C'est simplement qu'il s'approche du puits pour consommer de l'herbe. Et à chaque fois, il ne remarque pas le vide et il tombe et il tue des personnes. Et c'est pour ça qu'à la fin, il fera qu'au faire. Donc, première explication qui est donnée ici pour justifier, c'est son nom d'ora, pour justifier qu'on paye ici qu'au faire alors que l'animal est tam. Shmuel préfère dire ici Hamani, Rabbi Yosef Galili, que c'est Rabbi Yosef Galili, des Hamar qui pensent tam, Meshalem Khatik Kofer, que lorsque l'animal est tam, on paye la moitié de Kofer. Alors, ça, c'est un avis qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, mais on a vu il y a une semaine, il y a quelques jours en tout cas, qu'on avait une marloquette sur le passage qui disait au Balachandaki que le propriétaire tam, le propriétaire d'un taureau qui est tam, Balachor, le propriétaire du taureau naki, il est lavé de tout soupçon quand Achor Isakel, lorsque l'on va tuer l'animal. Et là-bas, hein, on nous dit que le Balachandaki, pourquoi le Balachor, le propriétaire du taureau, il est naki, et là-bas, on avait plusieurs avis. Un avis qui disait que pourquoi naki, c'est qu'il ne paye pas Khatsi Kofer. C'est qu'on ne paye pas la moitié du Kofer. Là où un taureau qui est mort paye Kofer, Shalem, lorsqu'un homme meurt, lorsque l'animal est tam, on ne paye pas Khatsi. C'est pas comme les zèques où on passe de la totalité à la moitié lorsqu'il est tam, mais rien du tout. On passe de Kofer, Shalem à rien du tout. Ça, c'était un avis qui disait que Balachandaki, ça voulait exclure Khatsi Kofer. Après, on avait Rabbi Yosef Galili qui expliquait le passage différemment. Alors, on ne sait pas ce qu'il pense sur Khatsi Nezek, sur Khatsi Kofer. Kenrek Shmuel déduit que puisqu'il n'utilise pas le verset pour exclure Khatsi Kofer, c'est qu'il pense qu'il y a Khatsi Kofer. Et donc, c'est comme ça qu'on explique que même s'il est tam, il paye Kofer. C'est quoi le Kofer qu'il paye? C'est Khatsi Kofer. Ça, c'est la deuxième proposition. Oh là, on propose une troisième qui utilise la deuxième, mais différemment. Oula Ama, parce que le problème de la deuxième, c'est que même si on comprend que c'est marqué Kofer, on ne comprend pas pourquoi c'est pas marqué Khatsi Kofer. Donc Ola complète, Ola Ama, Rabbi Yosef Galili, tu as raison. C'est Rabbi Yosef Galili qui pense qu'il existe un Kofer dans Tam et qu'en général il est Khatsi. Mais à cela s'ajoute l'avis de Rabbi Tarfon qui pense comme Rabbi Tarfon. Donc ce Tana pense comme Rabbi Yosef Galili et comme Rabbi Tarfon a marqué Rabbi Tarfon de Ama, Keren Bachatzara Nizak Nezek Shalem Mechalem, et que lui pense Rabbi Tarfon que même un tam, même un animal qui est tam, qui encorne dans le domaine de la victime, il paiera les actions, il paie la totalité. Et donc l'Achinami, Kofer, Shalem, Meshalem. Et ici, donc, du coup, le Kofer c'est pareil. Donc on a ici une conjonction de deux avis très minoritaires, qui est Rabbi Yosef Galili qui pense qu'il existe une notion de Kofer dans un tam, qui est la moitié. Et on additionne à cela l'avis de Rabbi Tarfon, qui pense que dans un dommage normal, même lorsqu'il n'y a pas de mort, dans un dommage habituel, on a une possibilité pour un tam de payer la totalité du Nezek. Quoi? Lorsque l'accident s'est déroulé dans le domaine de la victime. Et donc du coup, puisqu'il dit ça pour un dommage, il devrait dire ça sur le Khatsi Kofer que Rabbi Yosef Galili pense que l'on paye. Et donc le Khatsi devient Shalem, et c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah qui paiera Kofer, ce qui permet au moins avec Ola d'aller vraiment de coller au mot de la Mishnah qui dit qu'il paiera Kofer, alors que selon Shmuel il faudrait dire Khatsi Kofer. Et au-delà de ça, il y a une autre couchère. C'est quoi? C'est que Bish, la manière Ola, je peux comprendre selon Ola, Aïnou de Katana, Yaviv, Obno, les Tochos, je peux comprendre. Pourquoi dans la Mishnah on a précisé que celui qui est dans le puits est le père ou le fils du propriétaire du terrain et du puits. Et là, les Shmuel, mais selon Shmuel, Maïria, Aviv, Obno, Afilo Achraname. Alors selon Shmuel, je ne comprends pas. Pourquoi c'est intéressant selon Ola? C'est parce que selon Ola, on a besoin de préciser que celui qui est dans le puits est le père ou le fils de la victime pour justifier que, étant
dans le domaine de la victime, mais comme il est le père ou le fils, il a l'autorisation d'y être. Ayant l'autorisation d'y être, c'est comme si le dommage se faisait dans le domaine de la victime, ce qui justifie sur le Rabbi Tarfon que l'on passe de Khatsi, ici en l'occurrence Kofer, à Kofer, Shalem. Mais selon Shmuel, où la seule raison pour laquelle on nous dit ici qu'il paye, il paye Khatsi Kofer. Il paye Khatsi Kofer. Et pourquoi il paye Khatsi Kofer? Parce qu'on pense comme Rabbi Yossi à Galilée. Et si c'est cela, ce Khatsi Kofer devrait être payé indépendamment du fait que la personne se situe sur le terrain de manière autorisée ou de manière interdite. La Gemara a dit, tu as raison, simplement, parce que la Mishnah a dit que dans le puits, il se trouve le père ou le fils du propriétaire du terrain, c'est parce que c'est au Khademita, c'est en général ce qui se passe habituellement, c'est que c'est un proche qui est là-bas, mais pas forcément qu'il faut être médaillé sur ce cas. La suite de la Mishnah disait qu'on avait dit que lorsque le propriétaire avait autorisé la personne à laisser son taureau dans le terrain, le propriétaire qui a autorisé était chayav des dommages. Et Rabbi n'était pas d'accord, Rabbi dit non, que le propriétaire n'est responsable de ce qui arrive à cet animal ou au fruit, il n'est chayav que si le propriétaire a non seulement donné l'autorisation, mais s'est engagé. Quand il s'exprime clairement et qu'il dit voilà, tu peux non seulement faire rentrer tes biens, mais je m'engage à les protéger, là il est chayav, mais sinon il ne l'est pas. Donc on a une marloquette ici intéressante entre Rabbanan et Rabbi, donc celui qui crée la Mishnah c'est Rabbi. Est-ce que l'autorisation du propriétaire coïncide avec un engagement de shmira de protection ou pas, ou il faut un engagement clair? Itmar, et là-dessus, Rav Amar El Cheta qui est un Akama, Rav pense que la halakha est comme Chachamim, ou Shmuel Amar El Cheta qui est Rabbi, et Shmuel pense que la halakha est comme Rabbi. Maintenant, à ce sujet justement, on a une braïta. Tano Rabbanan, Kenos Shocha, Veshomro. Celui qui dit dans une braïta, on dit qu'un homme autorise la personne à rentrer son taureau. Il dit voilà, amène ton taureau chez moi. Veshomro. Et par contre, tu le protèges, tu surveilles. Donc c'est-à-dire qu'il lui dit clairement qu'il ne sera pas lui-même responsable, que c'est au propriétaire du taureau de faire attention à son taureau. Izik Chayav, Uzak Pato. Et c'est là à ce moment-là effectivement que le propriétaire du taureau est Chayav de payer les dommages causés par le taureau, mais par contre ne peut rien faire si le taureau a été endommagé, c'est lui qui est responsable. Kenos Shochava Nish Verenu, dans le cas où le propriétaire du terrain dit voilà, rentre ton taureau, et moi je m'engage à le garder. Là par contre c'est le propriétaire du terrain qui sera engagé. Uzak, si le taureau a été endommagé, le propriétaire devra payer. Izik, Pato, mais par contre si c'est le taureau qui endommage, c'est pas son problème. En tout cas, on voit ici, par rapport aux dommages qui sont causés au taureau. Si le propriétaire lui dit, viens dans le terrain, mais tu protèges ton taureau, le propriétaire n'est pas chayav. S'il lui dit, viens et je protège ton taureau, à ce moment-là, le propriétaire est chayav. Et là, ici, la Gemara va relever une contradiction. Il y a ici une contradiction. Pourquoi? Parce que normalement, il y a trois cas. Soit le propriétaire qui autorise la personne à rentrer son taureau s'engage à le protéger, soit il ne dit rien, soit clairement il dit qu'il ne s'engage pas à le protéger. Donc soit il s'engage clairement, soit il se désengage clairement, soit il ne dit rien. Et on a vu qu'on avait une marque entre Rabbi et Rabbanan sur la neutralité. Lorsqu'il ne dit rien, rentre ton taureau, et il ne dit pas s'il le protège ou pas. Selon Tanakama, ça veut dire Erav. Selon Tanakama et Rav, ça veut dire qu'il s'engage à le protéger. Selon Shmuel et Rabbi, non, parce qu'il n'a rien dit clairement. Maintenant, le problème de cette braïta, c'est que comme on sait qu'il y a Rabbi et Rabbanan, on ne sait pas comme qui elle se prononce. Et elle a l'air de se contredire. Pourquoi? Puisqu'au début, Hagoufa Kasha, il y a une contradiction dans le même enseignement. Pourquoi? Parce qu'au départ, Amar, Kenos Shocha Veshomro, au début tu me dis, rends ton taureau et je le protège. À ce moment-là, il est chayav, zik chayav, ou zak pato. Quand il lui dit, rends ton taureau et protège-le toi, c'est là que le propriétaire n'est pas engagé. Ta'ama, on voit bien que des Amar les Shomro, on a l'impression que c'est parce qu'il lui a dit clairement, tu le protèges toi, moi je me désengage. Les chayav balasho ou pato balachatzer, astama, on déduit que s'il ne dit rien, chayav balachatzer ou pato balasho, on a l'impression que c'est le propriétaire du terrain qui est chayav. Puisque dans le premier cas, on a cité le cas où le propriétaire du terrain est à dispenser, on a précisé qu'il s'est désengagé clairement, ça sous-entend que s'il ne disait rien, il était chayav. Donc on a l'impression que
s'il ne dit rien, il prend sur lui l'engagement. Et à la fin, lorsqu'on nous dit que quand est-ce que le propriétaire sera chayav, lorsqu'il s'est engagé clairement, rends ton taureau et je le protège. Et à ce moment-là, on dit Ouzak, Hayav Izik Patour. C'est là qu'à ce moment-là, si l'animal est endommagé, le propriétaire du terrain devra payer. Madame Ale Avanish Vereno. On a l'impression que c'est parce qu'il s'est engagé clairement qu'il doit payer. Ou Pato Balachor, Astama Chayav Balachor. Ou Pato Balachatsan. Mais si on ne dit rien, on a l'impression que c'est l'inverse. Que c'est le propriétaire du taureau que c'est Chayav. On m'a dit, c'est pas possible. Evistama, l'Omekabel Alin Tiruta. Ce qui sous-entend que s'il ne dit rien, il n'est pas engagé. Atane Rabbi. À la fin, il est comme Rabbi. La marche Kabel Alin Tiruta Balawait et Shomro. Qui pense qu'il n'est engagé que s'il le dit clairement. Alors qu'en Richard Abanan, le Seif Rabbi, le début est comme Rabbanan et la fin comme Rabbi. Donc encore une fois, on a un enseignement qui a l'air de nous dire que le propriétaire n'est pas engagé lorsqu'il se désengage clairement. Après, on dit qu'il est engagé lorsqu'il s'engage clairement, ce qui ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe s'il ne dit rien. Et normalement, on peut même déduire de l'inverse de ce qu'on déduit de la fin. Amar Abelazar ne trouve pas de solution. Et il botte en touche. Tavra, tu as raison. Objection. Et c'est une contradiction totale. Mishanazo, Loshanazo, obligé de dire que le début de la Braïta et la fin de la Braïta ne sont pas du même avis. Ce qui est terrible, ce qui est vraiment un aveu d'échec. Maintenant, à tel point que Rava et Rafapa vont tenter d'expliquer la Mishnah, la Braïta de manière homogène, soit en disant que tout est selon Chachamim, soit en disant que tout est selon Rabbanan. Donc Rava dit que c'est le début qui est le plus important. Kula Rabbanani, tout est comme Rabbanan. Et c'est pour ça que comme on est comme Rabbanan, s'il ne dit rien, il s'engage. Et donc c'est pour ça qu'on a dit au début que si il se désengage clairement, c'est là qu'il est dispensé. Mais s'il ne dit rien, il est engagé. Ah, pourquoi à la fin on a dit qu'il est engagé? Parce qu'il a clairement montré qu'il était responsable. Le langage de la fin de la Braïta ne doit pas être analysé de manière aussi précise. C'est le début qui est clair. Quand il s'engage à ne pas s'occuper de la Shmira, il se désengage donc. À ce moment-là, on fait attention à chaque mot. Et donc, quand il se désengage, il est désengagé. Sinon, il est engagé. Ah, et à la fin, quand on a parlé du cas opposé, on a exprimé les mots de telle sorte à ce que ce soit finalement ressemblant au début de la Braïta. Mais réellement, il ne faut pas faire attention. Et à la fin, il est chayav, même s'il n'a pas dit Vanish Merino. Donc là, Davka, Vanish Merino. Rav, papa propose, je dis non, Kula Rabbi. Non, toute la Mishnah, toute la Braïta, elle est selon Rabbi, qui dit qu'on est engagé que si on le dit clairement. Et donc, la fin de la Braïta colle très bien, parce que là-bas, il n'est engagé que parce qu'il a dit Kenos, Shokha, rends ton taureau, Vanish Merino, et moi je le protège. Ah, pourquoi au début on a dit qu'il est dispensé parce qu'il s'est clairement désengagé? On aurait dû dire que selon le Rabbi, même s'il n'a rien dit, il est désengagé. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Tafon. Ça va là, qui est Rabbi Tafon. Parce que ce Tana pense, en plus de ça, comme Rabbi Tafon. Qui pense quoi? Qui pense que lorsque il y a une autorisation qui est donnée, c'est comme, Damar, Keren, Bachatsa, Nizak, Nezek, Shalem, Mishalem. La vie de Rabbi Tafon, il est connu, on l'a vu à 2 reprises dans ce DAF. Il pense que lorsque l'animal encorne dans le domaine de la victime, même s'il est âme, on paiera Nezek, Shalem. On paye un Nezek, Shalem, on l'a vu il y a quelques instants encore. Ikar. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Tafon, Amarle, Shomro. C'est pour ça qu'il lui dit, tu sais, rentre dans mon terrain et garde-le. Et à ce moment-là, l'homme makne les makom bechatser. En lui disant, tu peux rentrer l'animal, mais protège-le. Il ne lui fait pas appartenir une partie du terrain. Et du coup, ça s'appelle que c'est Keren, Bachatser, Anizak, dans le domaine de la victime. Et Keren, Bachatser, Anizak, Meshalem, Nezek Shalem. Lo Amarle, Shomro, s'il ne lui dit pas, protège-le, Aknouye, Aknele, Makom, Bachatser, c'est comme s'il lui laissait une partie du terrain pour l'animal, va y aller, Chatser, Ashutafin, et ils deviennent associés. Et Keren, Bachatser, Ashutafin, Eino, Meshalem, Ela, Chatsi, Nezek, c'est comme, donc ça devient un Keren qui est dans un domaine qui appartient finalement aux deux. Et si ça appartient aux deux, à ce moment-là, il ne paiera que Chatsi Nezek. Donc c'est la raison pour laquelle nous dit ici
la Gemara au nom de Rav Papa, que finalement tout l'enseignement il est de Rabbi, et au début la raison pour laquelle il est obligé de préciser que rentre ton taureau et chomro et protège-le, c'est justement parce que ça va avoir une incidence sur est-ce qu'il lui a été makné une partie du terrain ou pas, et donc est-ce que c'est Khatsar Shutafin ou pas, et cette notion de Khatsar Shutafin ou de Khatsar Nizak a une incidence sur l'avis de Rabbi Tarfon. Donc Rav Papa explique finalement qu'ici c'est selon Rabbi Tarfon. On va rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu une sheila, une question qui n'a pas été résolue. Est-ce que finalement, lorsque le propriétaire s'engage à protéger l'animal qu'il laisse rentrer chez lui, est-ce qu'il s'engage à le protéger que des dommages que ces biens à lui peuvent occasionner, ou même des biens extérieurs? Et la Gemara n'avait pas réussi à trancher. Après, on avait vu que lorsque quelqu'un rentrait avec des fruits dans un terrain et qu'un animal qui appartenait au propriétaire du terrain se nourrissait de cela et en mourait, est-ce que le propriétaire des fruits devait payer ou pas? On avait dit que s'il est rentré avec autorisation et que l'autorisation qui lui a été donnée nécessite que la personne soit seule, comme dans le cas où la femme fait des travaux comme le fait d'enfourner ou de pétrir qui lui demande de se dénuder les bras et donc d'être seule. Dans ces cas-là, puisque je te laisse l'autorisation et que ça sous-entend que je te laisse seul, à ce moment-là, je compte sur toi pour que tu fasses attention à ce que mes animaux ne soient pas endommagés par les aliments que tu apportes justement dans le terrain, ce qui est tout à fait logique. C'est que dans ce cas-là que le propriétaire des fruits sera à ce moment-là hayab. On a vu que plusieurs halakhot de Rava, parmi lesquels on disait que celui qui a un terrain et qui a laissé, même sans le vouloir, mais qu'un animal est rentré extérieur et a creusé le puits chez lui, même s'il n'a pas creusé le puits, le fait de laisser le puits creuser, de ne pas le reboucher, ça s'appelle à un moment donné ki khebo, comme si c'était lui qui de manière active avait creusé le puits, et donc il est chayav des dommages de ce puits. On avait vu que Galilée Behema, lorsqu'un animal rentre même sans autorisation et que normalement le propriétaire du taureau est chayav, doit payer tous les dommages causés par le taureau, les excréments du taureau, qui en plus en général sont FK, n'appartiennent plus au propriétaire. Les excréments, si de manière statique ils ont endommagé des ustensiles, des objets, puisqu'ils sont statiques, c'est bord, et bord ne peut pas être mechayev sur des kelim, sur des objets. Après, on avait vu que selon Rava dans la Mishnah, lorsqu'on a dit qu'un animal qui tombe et qui endommage l'eau, le propriétaire du taureau sera chayav, c'est lorsque l'animal a sali avec son corps tout de suite immédiatement l'eau. Si ça a mis du temps à le se faire, à ce moment-là c'est grama. Si c'est grama, on n'est pas mechayev dans ce cas-là. On a vu qu'une halakha encore de Rava qui disait que lorsqu'un homme rentre dans le domaine de quelqu'un et que la personne ne lui a pas donné l'autorisation, si l'autre n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un, il ne sera pas responsable des dommages causés à cette personne qui est rentrée sans autorisation. Par contre, s'il le fait de manière, il sait qu'il y a quelqu'un et il cause le dommage, évidemment qu'il est hayab parce qu'il a le droit de l'expulser mais non pas de le blesser. Et on avait vu que dans la Mishnah, lorsqu'on disait que l'animal qui est tombé et qui a tué quelqu'un, on devait payer kofer. Alors pourquoi on paye kofer? Normalement un tam, on ne paye pas kofer. On a donné trois explications, Rav, Shmuel et Aroula. Est-ce que c'est un cas où c'était mourad? Possible de dire que c'est un accident qui s'est passé à plusieurs reprises, qui ne le rend pas mourad de tuer mais qui le rend mourad de tomber. Soit on pense qu'on Rav Sagali que Khatsi kofer, on paye dans tam Khatsi kofer. Soit on pense qu'on Rav Sagali qui pense qu'on paye Khatsi kofer dans tam, mais que là ici, comme c'est dans Khatsar Nizak, le Khatsi kofer devient, comme selon Rabbi Tarfon dans Nezek, il devient kofer shalem. Donc on pourra avoir dans tam un cas où on paye même Nezek, kofer shalem, lorsque la personne est morte alors que l'animal est un, parce qu'on additionne les avis de Rabbi Sagali et de Rabbi Tarfon.